Quelle est la vérité dans le dossier de la Ligue nationale à Québec? Le début de la W Series Racing en 2019 et la participation des joueurs de la Ligue nationale à Pékin en 2022. Bienvenue à Focus. Ce matin, édition spéciale traitant de questions soumises par les abonnés. Mon nom est Ray Lalonde, analyste consultant en sport et en business, également chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici mon podcast quotidien qui offre une perspective unique dans un contexte sur le sport et la business. Et c'est parti. J'ai eu une question cette semaine d'Antoine qui me demandait, avec le lancement de la série W Series Racing, c'est-à-dire la course automobile pour les femmes en 2019 en Europe, quels étaient, selon moi, les défis de commandite et comment et à quelle vitesse cette gestion de revenus, cette génération d'opportunités commerciales allait se développer pour les pilotes féminines dans la W Series Racing. Bon, alors il faut comprendre que déjà, on fait affaire à un changement majeur, une interprétation vraiment différente de la course automobile lorsqu'on parle d'une série avec des femmes seulement. David Coulthard, l'ancienne vedette de la F1, Dave Ryan, l'ancien gestionnaire avec McLaren, sont derrière ce projet-là. C'est financé par un individu pour le moment qui a mis 25 millions de dollars US et plus dans ce dossier-là pour faire partir cette série qui va avoir 6 courses en 2019, 20 pilotes féminines qui vont y prendre part. Il y a évidemment énormément de passages, de tests, de sélection, un processus assez simple pour arriver à choisir les 20 femmes qui vont participer à cette série-là. La question, c'est est-ce que ça a une valeur aux yeux des consommateurs? Est-ce que ça a une valeur commanditaire, une valeur télévisuelle, une valeur numérique en termes de contenu? C'est vraiment ça qui fait en sorte qu'une ligue peut se démarquer ou non. J'étais avec la NBA en 1997, je crois, lorsqu'on a lancé la WNBA. Imaginez, là, on est en 2018, ça fait 21 ans de ça déjà. C'est impressionnant, la croissance, mais ça a toujours été relativement difficile financièrement pour les équipes de la WNBA d'attirer des foules importantes dans les stades, dans les arénas aux États-Unis et d'avoir l'argent commercial, l'argent des commanditaires. Et parce qu'il y a la NBA, bien entendu, qui a financé cette ligue-là, mais parce que le produit féminin, physiquement, au basketball, est très différent du produit masculin, ça a pris du temps à décoller. Même si c'est plus convivial, plus familial, ça s'adresse à une autre clientèle complètement, la WNBA, et ça joue en été, à partir du printemps jusqu'à la fin du mois d'août, pas en compétition avec la NBA. Alors, malgré cela, 21 ans plus tard à peu près, on continue de battre les sentiers, on continue de travailler très fort pour se mettre en valeur et prendre sa place dans l'environnement, dans le paysage sportif aux États-Unis. Alors, la W Series Racing, il va falloir d'abord accepter que les femmes peuvent piloter aussi rapidement que les hommes. Il va falloir accepter que dans un contexte d'un sport avec de la technologie puis de la mécanique, donc, ce que je veux dire, c'est une voiture, autour, il n'y a pas de raison pourquoi une femme ne pourrait pas arriver à rejoindre les niveaux des hommes. La différence, évidemment, c'est qu'on va piloter des voitures de type Formule 3, pas des Formule 1. C'est pas du NASCAR non plus, c'est pas de la Indy Racing. Il y en a eu des femmes qui ont eu des opportunités. Je pense à Danica Patrick, peut-être la plus célèbre des femmes dans le milieu des hommes en course automobile. Elle s'est bien défendue. Elle n'a pas gagné de course, elle s'est bien défendue. Elle était tout à fait compétitive avec les hommes, mais ça a été difficile et sa carrière aura été plus courte qu'elle l'aurait espéré. Au niveau de la W Series Racing, bien là, on parle de femmes contre femmes. Bon, est-ce qu'on va pouvoir dénicher une audience qui va être intéressée de suivre cette série de courses-là, sachant très bien qu'il y a beaucoup de séries de courses masculines et dans certains cas avec des voitures plus puissantes, plus performantes. Ça va être un élément distinctif. Deuxièmement, est-ce qu'on peut développer un avenir avec ces femmes-là? C'est-à-dire donner de l'espoir et de l'aspiration aux jeunes femmes en Europe et évidemment en Amérique du Nord aussi, de vouloir s'investir davantage dans la course automobile et espérer un jour obtenir cette opportunité-là. Quand la WNBA est venue au monde,
Les filles qui jouaient au basketball universitaire américain avaient maintenant une porte de sortie pour une carrière professionnelle. C'était une nouvelle avenue et graduellement, le niveau de jeu s'est élevé. Et là, fondamentalement, les meilleures joueuses au monde, pas juste aux États-Unis et au Canada, évidemment, mais au monde, viennent jouer dans la WNBA pour poursuivre leur carrière de basketteuse. Bon, pensez au hockey féminin aussi. Regardez ce que l'équipe Canada et l'équipe USA a fait depuis déjà 15-20 ans en termes de finale olympique, de médailles d'or, de championnat du monde. Ça a donné le goût aux autres pays de participer à la compétition féminine. Ça a développé aussi le niveau de pays comme la Russie, la Finlande, la Suède, qui ne sont pas tout à fait aussi compétitives que les Américaines ou les Canadiennes, mais l'écart se réduit d'année en année. Pourquoi? Meilleur développement, meilleur investissement, meilleures joueuses qui ont plus d'encadrement commercial autour d'elles. C'est devenu plus sérieux. Il y a 2 ligues professionnelles de hockey qui existent en Amérique du Nord. La National Women's Hockey League, qui est aux États-Unis, et puis le Canadian Women's Hockey League, qui est au Canada. Alors, on parle d'à peu près une dizaine d'équipes professionnelles qui possèdent les joueuses qui soit jouent encore à l'université ou qui ont terminé à l'université, soit qui ont joué dans des équipes olympiques et qui veulent jouer à longueur d'année dans une équipe compétitive, dans un circuit, dont fait partie les Canadiennes de Montréal. Bon, alors, on y arrive lentement, mais est-ce que l'argent est ample? Est-ce que l'argent est large? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements de gens qui y croient pour investir comme une business? Est-ce que les commanditaires courent pour frapper à la porte de ces ligues-là? Non. Mais est-ce que les ligues ont leur place? Oui. Est-ce que ça donne de l'espoir aux jeunes filles de participer à du sport de compétition? Bien entendu. Est-ce qu'un jour, on peut penser que les commanditaires vont se joindre et soutenir et supporter ces ligues-là? Absolument. Alors, quand on pense à la W Series Racing, moi, je me dis que c'est une question de patience. C'est une question d'investir pour y croire. Il faut toujours penser long terme lorsqu'on s'investit dans des produits comme ceux-là, qui sont toujours plus difficiles comme start-up à faire démarrer et à intégrer et à prendre sa place dans la société. J'ai une question de Félix-Antoine concernant la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques en 2022. Et la question, c'était qu'est-ce que ça va prendre entre le CIO, entre la Fédération internationale de hockey sur glace et la Ligue nationale de hockey pour s'assurer qu'on ne répète pas l'édition de Pyeongchang en 2018 avec aucun joueur de la Ligue nationale autorisé à participer. On se retrouvait quand même avec une bonne compétition, mais les meilleurs joueurs au monde n'étaient pas présents. On avait des joueurs qui avaient eu peut-être dans le passé des carrières professionnelles aux États-Unis, au Canada, dans la Ligue nationale, mais on n'avait pas les meilleurs joueurs comme Connor McDavid, Sidney Crosby, Austin Matthews, Carey Price, et ainsi de suite. Alors, tous les joueurs veulent jouer et participer aux Jeux olympiques, c'est sûr. Et ils ont regretté le fait qu'ils n'aient pas pu participer à Pyeongchang en 2018. Alors, ça va faire le débat, le sujet d'une négociation avec l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey parce que les joueurs veulent y aller. Mais le défi et la question de Félix-Antoine, c'est plutôt avec la Fédération internationale de hockey, avec le Comité international olympique. Puis la grande question, le gros litige, c'est une question d'argent, bien entendu. La Ligue nationale, pas les joueurs, la Ligue nationale trouve que le CIO ne partage pas l'opportunité commerciale. Ça se résume à ça. Et se dit toujours pourquoi on arrêterait notre saison régulière, ce qui est effectivement un très bon point. En pleine saison, on mettrait un stop, un arrêt temporaire pour aller traverser la planète, participer aux Jeux olympiques et rendre le CIO encore plus prestigieux en termes d'événements olympiques d'hiver. Parce qu'effectivement, pour l'avoir vu de mes yeux 2 fois, à Vancouver et à Sochi, je peux vous dire que c'est le hockey masculin qui attire les regards des Jeux d'hiver. C'est l'événement phare. Bon, alors sachant ça, la Ligue nationale détient un levier de négociation. Le CIO voudrait évidemment que les meilleurs joueurs sur la planète participent pour le bien de l'olympisme, pour le bien du hockey, évidemment. La Ligue nationale veut y participer, mais à des conditions précises. Qu'est-ce que ça va prendre? Il va falloir qu'on concède. Il va falloir que le CIO libère de l'argent et des droits d'opportunités marketing, de visibilité, d'accès aux logos et aux marques et aux images. Il va falloir aussi que l'assurance puis les éléments qui sont importants pour des professionnels soient rediscutés avec la Ligue nationale de hockey. Il y a un 3e joueur là-dedans, la Fédération internationale de hockey sur glace, avec René Fassel à sa tête, en Suisse.
Et évidemment, lui veut que les joueurs de la Ligue nationale participent parce que c'est le hockey qui en bénéficie. Lorsqu'on joue meilleur contre meilleur, on a droit à tout un spectacle. Ça a toujours été palpitant, les finales olympiques au hockey masculin. Ça l'a été en passant au hockey féminin. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle de la Ligue nationale de hockey puis d'un blocage qui se fait à cause de l'argent. Il va falloir qu'on concède des droits. Il va falloir qu'on concède de la négociation en termes du moment pendant les Jeux, de la durée de la compétition. La Ligue nationale perdra toujours parce qu'à chaque fois qu'elle va faire une pause dans son calendrier, il y a des partisans qui se détachent de leurs produits, qui vont rejoindre la NBA qui joue en plein hiver. Tu sais, l'avantage pour la NBA, c'est que quand tu participes aux Jeux olympiques, c'est en plein été et leur saison n'est pas en cours. Tandis qu'au hockey, on est obligé de faire ça en pleine saison. Et il faut respecter que les propriétaires gèrent une business. Et ils ont raison d'être gourmands au niveau commercial parce que ce sont eux qui payent les joueurs ces contrats farabuleux-là de la Ligue nationale de hockey. Et ce sont leurs employés. Et Gary Bettman se rapporte aux dirigeants de la Ligue. Alors, il va falloir qu'on soit indulgent des deux côtés. Tout le monde va gagner avec ça, dont la Ligue nationale de hockey et ses efforts de globalisation et de la conquête du monde et de faire en sorte que le hockey continue de grandir. Ma dernière question, c'est Louis-Philippe qui me l'a posée. Il voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire la situation actuelle concernant Québec et l'avenir un jour dans la Ligue nationale. Et le terme utilisé qui était deferred, c'est-à-dire la candidature qui est temporairement mise de côté, temporairement en attente, en suspens. C'est quoi la vérité derrière ça? Bien, d'abord, il faut comprendre que Québec s'est posé comme candidate de très belle façon. Puis, la Ligue nationale a décidé de faire un seul choix, au détriment de Québec. Ils avaient vu l'opportunité que Las Vegas représentait. Ils ne se sont pas trompés. Bon, plusieurs me reviennent régulièrement pour me dire que ouais, mais il y a des équipes qui souffrent. Phoenix, Caroline, Islanders, Floride, entre autres. Et vous avez raison. Effectivement, ils souffrent. Mais j'en ai parlé de la Caroline. Il y a un propriétaire qui est là, qui vient d'arriver, il va être là pour longtemps. Même s'ils ont des difficultés pour le moment, même s'ils ont beaucoup de sièges à vendre, les choses vont graduellement s'améliorer parce qu'il va s'investir. Puis les Islanders ont un nouveau propriétaire aussi depuis quelques années. Les Coyotes, c'est toujours un gros débat. Les Panthers de la Floride, ils ont tellement besoin d'argent de la ville, de la municipalité, puis de l'État de la Floride. À la fin, à mon avis, les deux plus fragiles, c'est mon avis personnel, ce sont les Coyotes et les Panthers. Ce ne sont pas les Hurricanes et les Islanders. Les Islanders planifient déjà une nouvelle construction à Belmont Park et vont sortir de Brooklyn au Barclays Center pour retourner dans la région de Long Island. Alors, on peut imaginer qu'ils vont être là pour longtemps. Même s'ils ont des difficultés à attirer des spectateurs, il demeure un fait que cette équipe-là est assez stable. Stable ne veut pas toujours dire rentable, mais elle est stable. Alors, je reviens sur le dossier de Québec. Je le répète, ça va prendre de la patience. Il faut être prêt pour ça. Québec est en excellente position. Mais c'est quoi? Il y a toujours 3 éléments importants. Le propriétaire, la disponibilité d'un amphithéâtre moderne et la communauté, le bassin et le potentiel économique, corporatif, local. Ce sont les 3 grands facteurs qui affectent les décisions des gouverneurs. Il ne faut pas juste se fier à ce que Jeremy Jacobs dit, que Québec est un petit marché puis il y en a plusieurs autres avant. Il ne faut pas non plus se fier à ce que Jeff Molson dit, que bien sûr, il voudrait avoir une rivalité avec Québec. Il faut comprendre l'environnement existant et les opportunités dans les grands marchés américains. Et il y en a des opportunités. Seattle, c'est une opportunité encore plus facile et plus évidente que Las Vegas. Houston, c'est une des 5 plus grandes villes aux États-Unis en termes de population. Il y a beaucoup d'argent au Texas. Ils ont un amphithéâtre moderne. Ils ont une équipe de la NBA qui roule sur l'or. Un propriétaire qui est prêt à dépenser parce qu'il veut 45 hautes dates pour une saison régulière et des matchs préparatoires pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ensuite de ça, il y a d'autres villes potentiellement là-dedans. Et je répète encore une fois, la présence de Toronto. Toronto, c'est la capitale du hockey. C'est là qu'il y a quasiment 6 millions dans la région métropolitaine d'habitants. Il y a une énorme
passion pour les Maple Leafs. Mais il y a tellement de gens qui ne peuvent pas s'accrocher au hockey des Maple Leafs parce qu'ils n'ont jamais accès. Et il y a de l'argent. Et il y a énormément de communautés d'immigrants qui s'adoptent au Canada et qui veulent consommer du hockey. Et le hockey junior et le hockey mineur à Toronto produit les meilleurs prospects au monde. Au monde. C'est là que il y a le plus de joueurs juniors repêchés d'année en année dans la Ligue nationale de hockey qui proviennent de l'Ontario et en particulier la région de Toronto. Une autre équipe à Toronto, à mon avis, ça serait une mine d'or pour les propriétaires de la Ligue nationale. Bien sûr, il faut construire un autre aréna et bien sûr, il faut obtenir l'autorisation, ou en tout cas la permission, ou en tout cas l'exemption des Maple Leafs pour le territoire. Mais il y a une équipe à New York pour les Rangers, une à Brooklyn pour les Islanders, une au New Jersey pour les Devils. Washington, Philadelphie ne sont pas très loin. Boston est à peu près 150 km de là. Il y a un paquet d'équipes dans cette région-là. Ils réussissent à survivre. Il y a de la place pour une autre équipe à Toronto et il y a énormément d'argent disponible pour les propriétaires. Alors, je ne dis pas que Toronto passe avant Québec. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a des marchés actuels qui font en sorte que Québec ne vient pas tout de suite en tête de liste comme potentiel économique. C'est toujours une question d'argent. Pourquoi ça ne l'est pas? Pourquoi ça ne le serait pas? Parce que les propriétaires sont dans une business de faire plus d'argent. C'est pas qu'ils n'aiment pas Québec, c'est que Toronto, Seattle, Houston, pour le moment, offrent des meilleures opportunités commerciales. L'aréna est prête à Québec. Ça se peut que ça ne soit pas une expansion, que ça soit une relocalisation. On verra. Je le souhaite. Je suis le premier en file d'attente pour applaudir l'arrivée des Nordiques, pour aider les Nordiques, s'il faut, à prendre leur place au Québec et reprendre cette rivalité avec les Canadiens et tout de suite devenir compétitifs comme les Golden Knights l'ont été. Il n'y a aucun doute, pour moi, que Québec peut réussir, mais Québec ne peut pas réussir au même niveau immédiatement que Seattle, Houston ou Toronto. Finalement, on a parlé des propriétaires. Bien, les propriétaires à Houston, c'est M. Fertitta, il est propriétaire des Rockets. C'est déjà identifié. Il a l'argent, il est prêt à signer un chèque. Il a signé un chèque de 2,2 milliards US pour une équipe de la NBA. Vous savez qu'il est prêt à signer un autre chèque pour une équipe de la Ligue nationale. À Toronto, on n'est même pas là. À Seattle, il y a un groupe de propriétaires formé de plusieurs individus, dirigés aussi par Tim Leiweke et son consortium dans l'immobilier, la rénovation, la construction de nouveaux amphithéâtres. Il y a toute une équipe de gens, je ne parle pas d'équipe de gestion, moi je parle d'une équipe de gens investisseurs qui sont déjà tous identifiés. L'argent coule à flot. Bon, alors, à Québec, on a le groupe de Québécois. On a la ville, on a le gouvernement qui est derrière. C'est un projet qui a pris forme. Mais est-ce que ça peut se comparer aux propriétaires potentiels actuels? Selon moi, là, je ne parle pas au nom de Gary Bettman, je parle selon moi. La comparaison, pour le moment, n'est pas justifiable. On ne peut pas penser que ce groupe de propriétaires-là actuel, peut-être que le groupe va grandir, peut-être qu'on va rajouter des investisseurs de plus, mais actuellement, on ne peut pas le comparer à M. Fertitta, puis on ne peut pas le comparer au groupe à Seattle. Donc, il y a plusieurs facteurs dans ce dossier-là de Québec. Ce n'est pas juste un facteur. Mais la vérité, c'est que si on abandonne, qu'on perd le momentum, c'est sûr qu'on n'aura pas d'équipe. Il faut patienter. C'est un marathon. Il faut continuer de croire qu'on peut arriver à avoir une équipe. Et il faut être prêt dans le cas d'un déménagement à relocalisation, comme il faut être constamment en effort de lobbying avec les dirigeants de la Ligue nationale pour convertir ces gens-là dans le dossier de Québec. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Merci à ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un email. J'apprécie vraiment. N'hésitez pas à me emailer vos questions à l'adresse suivante, raylalonde.focus@gmail.com. Je vais tenter de répondre aux questions une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Ça dépend du volume, ça dépend des autres sujets d'actualité. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et écoutez les podcasts sur SoundCloud et sur YouTube. Partagez-les avec vos amis pour qu'on augmente le volume et qu'on augmente
les auditeurs. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.